l'impact du favoritisme parental sur les liens familiaux et l'héritage. Chers aînés, il n'est pas rare d'observer du favoritisme parmi les enfants où les parents aiment un enfant plus que les autres. Cependant, lorsqu'on les confronte, beaucoup de parents pourraient immédiatement nier en disant « J'aime tous mes enfants de manière égale ». Pourtant, en réalité, la façon dont les parents se comportent ou comment ils divisent leurs biens peut avoir un impact profond sur les relations entre frères et sœurs. Prenons un instant pour réfléchir à cette histoire. Le fils favorisé pour avoir fourni des soins. Mes parents ont toujours cru qu'ils dépendraient de leur fils à leur vieillesse, alors ils ont constamment favorisé mon frère et ses enfants. Ma mère comblait mon frère, sa femme et leurs enfants d'attention et de soins. Pendant ce temps, elle traitait mon mari et mes enfants comme de simples invités. Elle passait rarement du temps avec mes enfants, ne leur rendant visite qu'occasionnellement. Je demandais souvent à ma mère de ne pas faire de distinction entre ses petits-enfants et de traiter ses gendres et ses filles de manière égale. Elle me répondait que j'étais encore jeune et naïve, manquant d'expérience pour comprendre. Heureusement, mon mari était un homme gentil et compréhensif. Malgré le comportement froid de ma mère envers lui, il restait aimant et respectueux. Il y a un an, ma mère a décidé de répartir ses biens. Mon père était décédé depuis longtemps, mais grâce à son travail acharné et à ses affaires réussies, elle avait accumulé une richesse considérable, une grande maison, plusieurs terrains précieux à la campagne et 2 comptes d'épargne significatifs. La valeur des terrains avait augmenté, et les biens de ma mère étaient très précieux. Mon mari et moi travaillions dur et ne comptions pas sur sa richesse. Cependant, avec un patrimoine aussi important, je pensais qu'elle pourrait au moins donner à ma famille un terrain ou un des comptes d'épargne. À ma grande surprise, elle a tout donné à mon frère. Elle m'a dit qu'elle ne faisait confiance qu'à son fils et à sa belle-fille, pas à ses filles. Elle a expliqué qu'en tant que fils aîné, mon frère serait responsable de prendre soin d'elle dans sa vieillesse et de gérer les traditions ancestrales de la famille. Pourtant, en moins d'1 an, mon frère avait vendu tous les terrains et utilisé l'argent pour ouvrir un restaurant. Malheureusement, sans stratégie commerciale adéquate, il a rapidement tout perdu et accumulé des dettes. Récemment, ma mère nous a appelés, demandant de l'aide pour l'accompagner à un rendez-vous médical. Mon mari, toujours aussi compatissant, l'a emmené chez le médecin et a pris en charge toutes ses dépenses médicales. Sur le chemin du retour, ma mère a reconnu ses erreurs et a demandé si elle pouvait rester chez nous. Je regardais mon mari avec le cœur lourd, mais il hocha la tête sans objection. Désormais, nous prenons soin d'elle chez nous, mais les souvenirs du passé restent douloureux et je ne peux m'empêcher de ressentir un profond sentiment d'injustice, surtout pour mon mari et mes enfants. Réflexion. En vieillissant, il est essentiel de se rappeler que la manière dont nous traitons nos enfants et la façon dont nous répartissons notre héritage peut soit renforcer, soit fragiliser les liens familiaux que nous avons mis tant d'efforts à construire. L'amour et la confiance devraient être partagés de manière égale entre tous les membres de la famille, car l'injustice peut engendrer un ressentiment durable. La richesse peut se perdre, mais l'amour et les soins que nous offrons à ceux qui nous entourent resteront, façonnant l'héritage que nous laissons derrière nous. Mon père a tout laissé à ma sœur. Je suis né dans une famille pauvre, avec seulement 2 enfants, ma sœur et moi. Notre enfance a été marquée par les difficultés, surtout que mon père était gravement malade. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai pris la difficile décision d'abandonner une carrière prometteuse en ville pour revenir à la maison m'occuper de mes parents. J'ai trouvé un emploi stable localement, mais j'ai dû rapidement démissionner pour me lancer dans des affaires, espérant gagner suffisamment pour payer les traitements médicaux de mon père. Avec seulement 200 € en poche, aucun moyen de transport, pas de maison à moi, je me suis lancé dans le monde. Malgré les défis écrasants, j'ai eu la chance de connaître un certain succès, mais chaque centime gagné était destiné aux soins médicaux de mon père. Puis je me suis marié avec une femme que ma famille n'approuvait pas. J'ai dû organiser mon propre mariage sans la présence ni le soutien de mes parents et de ma sœur.
Après avoir fondé ma propre famille, j'ai continué sans relâche à m'occuper de mon père, l'amenant dans d'innombrables hôpitaux, grands et petits, pendant des années, dans l'espoir d'un remède. Mais finalement, son état est devenu incurable. En 2015, mon entreprise a fait faillite, me laissant avec près de 100 000 euros de dettes, et pourtant, j'ai continué à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour prendre soin de mes parents. Ce qui m'a brisé le cœur, ce n'était pas les dettes, ni l'échec de mon entreprise, mais la réalisation que, peu importe tout ce que je faisais pour eux, mes parents n'aimaient que ma sœur. Peut-être parce que je ne suis pas du genre à prononcer des mots doux, mes actions passaient souvent inaperçues. Mon fils, leur unique petit-fils, était rabaissé et ignoré par mon père, qui l'accusait de voler, lui criait dessus et l'intimidait tellement que mon fils en avait peur de son grand-père. Pendant ce temps, mon père adorait les enfants de ma sœur, les qualifiant de plus intelligents, les mieux élevés et les plus doués. Peu importe le soutien financier que je leur apportais, même des centaines de milliers d'euros par an, cela ne valait jamais autant aux yeux de mes parents que les simples cadeaux que ma sœur envoyait. Une bouteille de vinaigre, un paquet de sel. Ils montraient fièrement à tout le quartier ce que ma sœur et son mari leur offraient. Mais ils ne reconnaissaient jamais les sacrifices que ma famille avait faits. Ma mère trouvait toujours une excuse pour ne pas rendre visite à son petit-fils. Elle était fatiguée ou trop occupée à s'occuper de mon père. Mais elle n'avait aucun problème à parcourir 200 kilomètres pour apporter des œufs et de la viande à ma sœur. L'année dernière, mon père est décédé de manière inattendue. J'ai dû gérer presque tous les préparatifs des funérailles tout seul. Quelques mois plus tard, ma mère a révélé le testament de mon père. La partie la plus douloureuse n'était pas l'héritage ou son absence. Mon père avait tout laissé à ma sœur. Toutes les terres, toutes les propriétés. Je n'ai rien reçu. Ce n'était pas le manque d'héritage qui m'a brisé. Je n'avais jamais rien attendu d'eux. J'étais financièrement indépendant depuis que j'avais commencé à travailler et je n'avais jamais demandé un centime à mes parents. Mes efforts avaient toujours été pour leur offrir une vie confortable dans leur vieillesse et je n'avais pas besoin d'hériter de quoi que ce soit d'eux, parce que la richesse que j'avais construite était le fruit de mes propres réalisations. Mais ce qui faisait mal, c'était cette vérité indéniable. Mon père ne me considérait pas. Moi, son fils unique, celui qui veillait sur l'héritage familial, celui qui est toujours présent chaque fois qu'il avait besoin d'aide, ne comptait pas à ses yeux. Ma sœur, déjà riche, a tout reçu. Je n'ai jamais bu, joué, ni eu de mauvaises habitudes. Ma femme et moi avons travaillé sans relâche pour rembourser près de 100 000 euros de dettes. Et pourtant, nous ne possédons toujours pas de maison, tandis que ma sœur vit dans le confort. Et le testament, rédigé 4 ans avant le décès de mon père, ne reflétait rien de tout cela. Même dans les moments difficiles, c'était toujours moi qui l'appelais. Quand il était malade ou avait besoin de quelque chose, c'était moi. Mais lorsque j'ai demandé à utiliser leur titre de propriété pour aider mon entreprise en difficulté, ils ont refusé. Pourquoi étais-je traité de cette manière? À l'université Cornell, une étude menée auprès de 671 enfants et 264 mères âgées de 60 à 70 ans a révélé que 70% des mères se sentent plus proches d'un enfant en particulier et environ 15% des enfants déclarent avoir été traités de manière injuste par leur mère. Bien qu'il n'existe peut-être pas de recherche équivalente dans notre pays, des histoires comme la mienne sur les traitements injustes de la part des parents sont courantes sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que les humains sont souvent guidés par leurs émotions, surtout en vieillissant, et parfois ils s'entendent tout simplement mieux avec un enfant qu'avec un autre. Les parents peuvent se sentir obligés de compenser un enfant qui semble moins chanceux, ou peut-être se rapproche-t-il de l'enfant le plus accompli. Le traitement injuste peut également provenir de croyances dépassées. Le fils aîné est traditionnellement censé assumer les responsabilités familiales, de sorte que les parents lui laissent souvent leurs biens. Pendant ce temps, les filles sont parfois considérées comme des étrangères. Lorsque les parents sont injustes dans leur traitement ou leur héritage,
Les effets sur les relations entre frères et sœurs peuvent être profonds. De petites inégalités peuvent ne pas perturber la dynamique familiale, mais lorsque le favoritisme devient évident, il engendre du ressentiment. Des frères et sœurs qui s'aimaient autrefois peuvent se diviser, se querellant pour savoir qui doit s'occuper des parents ou qui mérite une plus grande part de l'héritage. Et lorsque ces blessures sont profondes, elles laissent des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Au final, il ne s'agit pas d'héritage matériel. Chaque enfant, quelles que soient ses circonstances, mérite de se sentir aimé, respecté et traité équitablement par ses parents. C'est ce qui maintient le tissu familial uni, garantissant qu'après le départ des parents, les liens entre frères et sœurs restent solides et indéfectibles. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Quand vous prenez votre retraite, ne donnez jamais de telles choses à vos enfants, surtout après 70 ans. Dans une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les pressions de la vie moderne, l'histoire de M. Bernard remet en question notre compréhension de l'amour parental et des attentes. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants pour ensuite vous sentir oublié et dévalorisé à l'âge d'or. M. Bernard et sa femme, autrefois des parents dévoués, qui n'ont épargné aucun effort ni dépense pour offrir le meilleur départ possible à leur fils, se retrouvent aujourd'hui à un carrefour. Leur récit est un poignant rappel que, bien que l'amour parental ne connaisse pas de limites, il doit parfois affronter les dures réalités des dynamiques familiales changeantes. Plongez dans cette narration captivante pour découvrir pourquoi messieurs. Bernard choisit de préserver ses économies de retraite en donnant la priorité à son indépendance plutôt qu'à un soutien inconditionnel, et ce que cela signifie pour les retraités confrontés à des dilemmes émotionnels et financiers similaires. Cependant, il y a des exceptions. Monsieur Bernard, de notre quartier, n'est pas comme cela. Lui et sa femme étaient autrefois fonctionnaires, bénéficiant de bons salaires et économisant beaucoup d'argent. Maintenant, tous deux sont à la retraite et leur pension de retraite combinée dépasse 4 500 € par mois. Malgré cela, ils n'ont pas donné un seul centime à leurs enfants depuis leur retraite, ce qui intrigue les gens. Alors que d'autres parents se précipitent pour donner de l'argent à leurs enfants, ils refusent fermement. Que peuvent-ils bien penser? Écoutons l'histoire de M. Bernard et comprenons les raisons derrière cela. M. Bernard déclare « J'ai 72 ans cette année et je suis à la retraite depuis 12 ans. Ma femme a 5 ans de moins que moi et est également à la retraite depuis plus d'une décennie. Nous avons tous deux travaillé dans des entreprises publiques, ce qui nous assure des pensions mensuelles combinées dépassant 4 500 €. Avec ces fonds de retraite, nous vivons confortablement, profitons de ce que nous voulons et voyageons à notre guise. Nous ne nous privons de rien. Après avoir travaillé dur toute notre vie, la retraite est un moment pour savourer la vie. Malgré notre situation confortable, nous n'avons jamais dépensé un seul centime pour nos enfants. Certains pourraient demander, avec de telles pensions élevées, ne devrions-nous pas avoir de l'argent à donner pour aider nos enfants? Après tout, les jeunes ont souvent des difficultés et les parents devraient les soutenir. Cependant, ma femme et moi préférons garder cet argent pour nous, même s'il se déprécie, plutôt que de dépenser pour nos enfants. Il poursuit, « Nos actions ne sont pas sans cœur. Nous avons observé le comportement de nos deux fils, ce qui nous a laissés perplexes. Ma femme et moi avons connu la pauvreté et savons à quel point elle est douloureuse. Lorsque notre situation s'est améliorée grâce à notre entrée dans la fonction publique, nous avons été très attentifs et aimants envers nos deux fils. Cependant, nous avions des limites. Nous n'avons épargné aucune dépense pour ce dont ils avaient besoin, mais nous avons fermement refusé de dépenser pour ce qui n'était pas nécessaire. Peut-être grâce à ma philosophie éducative, à la fois subtile et modérée, nos deux fils ont toujours bien réussi depuis leur enfance. Ils ont excellé académiquement et ont été admis dans des universités prestigieuses. Ils ont obtenu leur diplôme, trouvé un emploi dans de grandes villes, se sont mariés
et ont eu des enfants. Tout s'est déroulé sans accroc. Beaucoup de gens nous ont admirés, disant que nous les avions bien élevés. Nos fils sont devenus des cadres dans de grandes entreprises, réussissant dans leur carrière. Mais Bernard ajoute, bien que nos 2 fils aient été remarquables, ma femme et moi avons fait beaucoup pour les aider à construire leur famille et leur carrière. Après que notre fils aîné ait obtenu son diplôme universitaire, nous avons arrangé son entrée dans une entreprise publique grâce à une recommandation d'un contact. Lorsqu'il s'est marié, nous avons payé l'acompte de sa nouvelle maison, soit environ 90 000 euros. Plus tard, lorsqu'il a acheté une voiture, nous avons contribué avec 4 500 euros. Quant à notre plus jeune fils, sa spécialité à l'université était relativement peu courante, rendant difficile sa recherche d'emploi après son diplôme. Nous avons donc dépensé de l'argent pour lui permettre de poursuivre des études supplémentaires. Il n'a obtenu un emploi stable qu'à presque 30 ans. Lorsqu'il s'est marié, c'était avec une femme d'une autre région et nous avons dépensé plus de 45 000 euros pour sa dot. De plus, nous avons acheté une maison pour chacun de nos 2 fils, dépensant ainsi toutes les économies accumulées au cours de notre vie. Monsieur Bernard partage. Plus tard, ils ont chacun eu des enfants et ma femme et moi avons pris une retraite anticipée pour nous occuper de leurs enfants. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre premier petit-fils et moi à 60 ans pour m'occuper de notre plus jeune petite-fille. Ce n'est que lorsque ces 2 enfants ont commencé l'école que nous avons pu enfin nous reposer. On peut dire que nous avons tout donné pour nos 2 fils jusqu'à nous sacrifier entièrement. Nous pensions qu'avec notre dévouement désintéressé, il finirait par prendre soin de nous. Mais au final, il n'y avait ni gratitude ni respect, seulement un désir de profiter de nous. En général, là où il y a des parents âgés, il y a un foyer, et les enfants devraient revenir souvent leur rendre visite. Mais nos fils sont différents. Ils rentrent rarement à la maison pendant les fêtes et appellent à peine. Notre fils aîné vit à seulement 300 km, à 4 heures de route, et pourtant il ne rentre qu'une fois par an, généralement pour le Nouvel An. À chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux. Je me souviens d'une année où les enfants des voisins apportaient des sacs de provisions et des cadeaux pour leurs parents. Pendant ce temps, notre fils aîné, bien que conduisant un SUV, n'a apporté que 2 vêtements pour ma femme et moi, sans aucun cadeau de Nouvel An. Alors que les autres enfants offraient des enveloppes rouges à leurs parents le soir du Nouvel An, notre fils aîné ne l'a jamais fait. Seuls nos petits-enfants ont eu la délicatesse de nous donner leurs enveloppes rouges. Avant même que le Nouvel An ne soit terminé, notre fils aîné repartait, emportant les provisions que nous avions préparées pour la famille. Cette année-là, j'ai trouvé que le comportement de mon fils et de ma belle-fille était exagéré. Alors je leur ai fait quelques remarques. Mon fils m'a répondu « De toute façon, vous êtes vieux maintenant. Vous ne mangez pas beaucoup et ça serait du gaspillage de laisser tout ça ici. » Notre plus jeune fils est encore plus excessif. Quand nous lui avons acheté une maison, il a demandé de l'argent pour acheter une voiture. Son ton ressemblait à celui d'un tyran, disant directement « Papa, je veux acheter une voiture. Transfère-moi rapidement 65 000 euros, tout de suite. » J'étais très mal à l'aise avec cette attitude exigeante de sa part. J'avais l'impression qu'il pensait être le père et moi le fils. Alors j'ai refusé. Bien que nous aurions pu lui donner cette somme, je n'aimais pas qu'il demande ainsi, surtout qu'il avait déjà une voiture. En acheter une autre aurait été du gaspillage. Et Bernard explique. Plus tard, quand il n'a pas pu obtenir d'argent pour la voiture, il a trouvé d'autres prétextes pour demander de l'argent, disant qu'il en avait besoin pour rénover la maison ou lancer une entreprise, demandant des dizaines de milliers d'euros à chaque fois. Mais j'ai vu clair dans ses intentions et je ne lui ai donné un peu d'argent à chaque fois. Contre toute attente, parce que je refusais de lui donner plus, mon fils a commencé à nous traiter mal comme si nous lui avions fait du tort. Chaque fois qu'il revenait, il était froid et indifférent, repartant aussitôt après avoir mangé, même quand nous lui demandions de rester plus longtemps. Il refusait sans cœur,
disant qu'il était mal à l'aise de rester à la maison. M. Bernard notit, les actions de nos deux filles nous ont de plus en plus refroidis. Il y a 4 ans, ma femme a été hospitalisée pour une arthrose. Bien que nous ayons payé les frais médicaux pour l'opération et le traitement, ma femme espérait que nos fils viendraient la voir. Cependant, ils ont évité de venir, comme s'ils fuyaient une maladie contagieuse. Aucun d'eux n'est revenu, comme si visiter leur mère leur coûterait de l'argent. Finalement, ils n'ont fait qu'un simple appel téléphonique, sans aucune réelle inquiétude. Ce qui était à l'origine une opération simple a causé à ma femme beaucoup de douleurs, pas physiques, mais émotionnelles. À l'hôpital, les autres patients étaient accompagnés de leurs enfants, mais nous n'avions que l'un l'autre, ce qui était vraiment triste. Monsieur Bernard poursuit. Plus tard, alors que ma femme était encore en convalescence, je suis tombé accidentellement et me suis fracturé le pied. À ce moment-là, le dos de ma femme n'allait pas bien, et elle ne pouvait pas s'occuper de moi. J'ai voulu que nos 2 fils viennent nous aider, mais ils ont multiplié les excuses. L'un a dit qu'il était occupé par le travail, et l'autre a prétendu qu'il ne se sentait pas bien. Malgré mes explications sur la gravité de ma condition, ils ont tous 2 affirmé qu'ils ne pouvaient pas venir. Bernard conclut, « Désemparé, j'ai dépensé de l'argent pour embaucher une aide-soignante. Cependant, pendant ma convalescence, j'ai appris par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille en vacances au bord de la mer et que mon plus jeune fils était parti faire de la randonnée. Savoir tout cela m'a brisé le cœur bien plus que la douleur physique. » Après avoir vécu de telles expériences, M. Bernard réfléchit. Les gens nous demandent si nous devons encore donner nos économies à nos fils. C'est pourquoi ma femme et moi avons progressivement pris nos distances avec eux, ne comptant plus sur eux et ne plaçant plus nos espoirs de retraite entre leurs mains. Tant que nous sommes encore en vie et capables de nous occuper de nous-mêmes, si nos fils nous traitent si froidement maintenant, cela serait bien pire si nous devenions dépendants dans le futur. Par conséquent, nous avons décidé de garder fermement notre argent, sans donner un centime à nos fils. Même en cas d'urgence, nous garderons suffisamment de fonds pour notre propre retraite. Si nous ne pouvons plus nous occuper de nous-mêmes, nous ne compterons pas sur nos fils, mais nous irons ensemble dans une maison de retraite. Bien qu'une maison de retraite manque de la chaleur familiale et d'une attention personnalisée, je crois qu'acheter des services avec de l'argent sera plus confortable et agréable que de dépendre de nos fils. Peut-être que la situation de M. Bernard est rare, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Dans la société actuelle, les relations humaines sont aussi fragiles que du papier, et l'affection familiale n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, les jeunes poursuivent la liberté et l'épanouissement personnel, et il est rare de trouver quelqu'un entièrement dévoué à ses parents. Ainsi, lorsque nous vieillissons, nous devons conserver précieusement nos économies pour la retraite. Si les enfants rencontrent des difficultés, nous devons les aider, mais avec modération. Chacun doit vivre ses propres expériences, et les enfants doivent affronter leurs épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est les aider dans la mesure de nos moyens lorsqu'ils sont en difficulté. Beaucoup de personnes âgées pensent à aider leurs enfants en élevant leurs petits-enfants après leur retraite. Mais de nos jours, beaucoup de jeunes préfèrent élever leurs enfants eux-mêmes et ne souhaitent pas que leurs parents s'en occupent. Si les grands-parents n'ont pas de petits-enfants à garder, la vie à la retraite peut devenir monotone. Avec une pension suffisante, la vie est gérable, mais sans cela, les personnes âgées peuvent s'inquiéter de devoir encore gagner de l'argent. Beaucoup de gens sont encore jeunes à 60 ans et peuvent travailler pendant 5 ou 6 ans supplémentaires. Alors, quel type de travail peuvent-ils envisager après la retraite? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 types d'emplois que les retraités peuvent encore exercer. 1. Le premier type d'emploi, agent de sécurité communautaire. De nombreux agents de sécurité communautaire sont des personnes âgées retraitées. Si vous êtes retraité et en bonne santé, vous pouvez postuler pour devenir agent de sécurité dans une communauté. Dans mon quartier, plusieurs agents de sécurité
sont des seniors retraités. Ils passent leur journée dans le poste de sécurité à lire le journal et à appuyer sur un bouton pour ouvrir la barrière lorsqu'un résident arrive. Le travail est relativement tranquille. Lors de la recherche d'un poste de sécurité, il vaut mieux éviter les communautés haut de gamme, car leur gestion peut être stricte et ils n'embauchent pas toujours des retraités. Il est préférable de viser des communautés de niveau moyen à bas. Cependant, ce travail implique souvent des quarts de nuit. Mon oncle est devenu agent de sécurité après sa retraite et a dû travailler la nuit, ce qui peut être fatigant. Soyez prêts mentalement pour cela. Pour trouver ce type d'emploi, il est préférable de passer par une recommandation. Si vous n'avez pas de contact, renseignez-vous auprès du bureau de gestion de la propriété de la communauté. 2. Le deuxième type d'emploi, devenir aide à domicile. Madame Caroline, 52 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans avec une pension mensuelle de plus de 1 400 €. Veuve depuis de nombreuses années, elle a une fille unique qui poursuit ses études en master. Ses parents étant en bonne santé, Madame Caroline se sentait insatisfaite des petits boulots comme travailler dans un supermarché ou garder des boutiques. Elle a donc décidé d'explorer d'autres options. Un jour, assise sur un banc en bas de chez elle, elle discutait avec une vieille connaissance qui lui parlait de ses difficultés quotidiennes. Bien qu'il soit encore autonome, sa fille unique, mariée et vivant loin, ne pouvait pas l'aider régulièrement. Ne voulant pas lui imposer cette charge, il envisageait d'embaucher une aide à domicile, mais pensait qu'une présence à temps plein n'était pas nécessaire. Il recherchait plutôt quelqu'un pour cuisiner et faire le ménage 1 ou 2 fois par semaine. Cette discussion a donné à Madame Caroline une idée. Elle a compris qu'il pourrait y avoir beaucoup de personnes âgées dans son quartier avec des besoins similaires. Elle a donc décidé de devenir une nouvelle forme d'aide à domicile, non résidente, offrant ses services à la demande. Elle a posté un message dans le groupe de sa communauté, proposant ses services pour cuisiner ou aider les jeunes ayant besoin d'assistance. À sa grande surprise, elle a reçu des réponses de 3 enfants d'aînés dès le soir même. Elle a commencé par cuisiner des repas selon les goûts de ses clients et les leur livrer. Progressivement, elle a élargi ses services pour inclure le ménage et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Après quelques mois, elle a découvert que les personnes âgées ne recherchaient pas seulement un soutien matériel, mais aussi une présence humaine et une écoute. Ces interactions lui ont enseigné l'importance de l'empathie et de la communication. Avec le temps, elle a offert non seulement une aide pratique, mais aussi un soutien émotionnel, enrichissant ainsi sa propre vie. 6 mois plus tard, elle a invité d'anciens collègues à rejoindre son initiative, formant une petite équipe dédiée à fournir ses services. Ensemble, elles ont créé un environnement de soutien, à la fois pour les aînés et pour elles-mêmes. 3. Le troisième type d'activité, tenir un petit stand de vente. Si vous avez des économies, vous pouvez investir dans un petit chariot et installer un stand à l'entrée d'un supermarché ou d'un centre commercial pour vendre des fruits ou des snacks. C'est une forme d'auto-entrepreneuriat, bien qu'elle comporte certains risques financiers. Ce n'est pas recommandé pour les retraités disposant de ressources limitées, car il y a toujours un risque d'échec. Cependant, pour ceux qui apprécient l'indépendance et disposent d'un peu d'argent supplémentaire, cela peut valoir la peine d'essayer. Si vous avez un jardin et cultivez vos propres légumes, vous pouvez également vendre votre production sur le stand. C'est une excellente manière de rester actif tout en générant un revenu supplémentaire. 4. Le quatrième type d'activité, travailler comme plongeur dans un restaurant. Après la retraite, les femmes peuvent ne pas être en mesure de travailler comme agent de sécurité, mais elles peuvent envisager un emploi comme plongeur dans un restaurant. Ma tante a trouvé un emploi de plongeuse après sa retraite, travaillant pendant les heures de déjeuner et de dîner, avec le reste de la journée libre pour se reposer. Cependant, la rémunération peut ne pas être très élevée. Des postes similaires incluent les emplois de personnel de nettoyage dans les hôtels. Après la retraite, si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire, il est possible de trouver ce type d'emploi. Avoir de l'argent apporte un sentiment de sécurité et être financièrement indépendant est important pour les retraités.
Cependant, il est crucial de choisir des travaux peu intensifs pour éviter tout surmenage qui pourrait nuire à votre santé. La retraite doit être un moment pour profiter de la vie, avec le fait de gagner de l'argent en tant que considération secondaire. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, une vie simple et économe peut suffire à subvenir à vos besoins. Enfin, je souhaite à tous les retraités une retraite heureuse et épanouissante. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans cette communauté. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.